Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez fascinant, basé sur un article de Serge Bacchino qui s'appelle « Les mémoires et le temps qui passe ». Ça parle de nos souvenirs, mais d'une façon assez particulière. En gros, l'idée centrale, et elle est assez surprenante, c'est que nos mémoires seraient pas vraiment fluides, qu'elles évolueraient pas. Elles seraient plutôt comme des programmes fixes, un peu comme un disque rayé, qui répète toujours la même chose. Et, encore plus fort, elle ne nous servirait pas forcément à nous souvenir de qui on est ou de ce qu'on a vécu, comme on le croit souvent. Du coup, notre but, là, c'est de décortiquer un peu cette vision des choses. Voir comment nos souvenirs pourraient nous conditionner, peut-être même nous contrôler un peu, et ce que ça change pour nous dans notre rapport à notre propre passé. J'avoue, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a un peu interpellé. Que nos mémoires soient pas totalement à notre service. C'est une idée à creuser. Bon, allez, on y va. Alors reprenons ça. Les mémoires, un contenu formel statique. L'image qui me vient, c'est un peu comme une vieille diapo, tu vois. L'image est fixe, elle bouge pas, même si on la regarde souvent. Ça va un peu contre notre impression que nos souvenirs y changent avec le temps, non? Et puis, bon, on se dit tous que la mémoire, c'est utile. Pour apprendre, pour se souvenir des règles, genre à l'auto-école. Oui, et c'est justement là que l'article, il apporte un contre-pied. Il suggère que cette utilité, surtout pour les règles, les codes, comme le code de la route qu'il mentionne, elle servirait surtout des systèmes de contrôle. Pour citer l'auteur, elles servent plus ceux qui nous asservissent. L'exemple du code est parlant. Pour conduire au jour le jour, l'habitude, regarder autour de soi, ça suffirait. Mais connaître l'article précis de loi, ça permet la prune, la sanction. Et surtout, si tu connais la règle par cœur, quand tu la transgresses, tu te sens coupable, tu vois. Ah oui, ce truc de se sentir pris la main dans le sac, même s'il n'y a personne. C'est ça l'idée. Que c'est la règle dans notre tête, notre mémoire de la règle, qui nous fait flipper et nous pousse à nous tenir à carreau. L'article compare ça au conditionnement des enfants. La liste des non, faut pas faire ça, et on vérifie que tu as bien appris la leçon. Que le programme est bien installé. C'est un peu ça en permanence alors. On vérifierait nous-mêmes si on suit nos programmes. C'est exactement ça. L'analyse va même assez loin, hein. Le texte dit carrément, ce sont donc nos mémoires qui nous privent de liberté, et non pas les autres ou de quelconque règlement. C'est fort quand même. La vraie cage, elle serait pas dehors, avec les lois et tout ça, mais dedans. Ces programmes mémorisés, figés, qui déclenchent la culpabilité, la peur, et qui limitent ce qu'on ose faire spontanément. Le règlement extérieur, ce serait juste l'interrupteur qui allume le programme interne. Pouf, ça change complètement la perspective. Mais alors, si ce conditionnement par la mémoire est si fort, si efficace pour qu'on se surveille nous-mêmes, comment on explique ce que l'article note aussi? Le fait qu'on a tendance à zapper les règles dès qu'il n'y a pas de flic. Genre, griller un stop quand il n'y a personne. L'auteur dit que c'est comme un rejet inconscient de ces mémoires débilitantes. Une recherche de liberté, quoi. Et ça pose la question. Si le programme interne est si puissant, pourquoi on rajoute toujours plus de surveillance dehors? Les radars, les caméras, c'est pas un peu contradictoire, ça? Hmm, excellente question. Et la réponse de l'article, c'est peut-être le truc le plus original. Ce qui est fascinant, c'est la distinction qu'il fait. Le contenu de la mémoire, ok, il serait statique. Mais son énergie, elle ne le serait pas. Et c'est cette énergie qui serait la clé. La clé de comment ça marche et peut-être de comment s'en libérer. L'article présente ça comme une clé de compréhension majeure. Il va même jusqu'à suggérer, et là il utilise un terme très spécifique, le deep state, que ce mécanisme énergétique serait connu et combattu par ce deep state. Il faut être clair ici, hein, l'article emploie ce terme qui est souvent connoté pour parler dans son raisonnement des forces systémiques qui voudraient nous maintenir coincés dans ces schémas. On rapporte juste comment le terme est utilisé dans la source pour parler de cette bataille autour de l'énergie des mémoires, sans juger le terme lui-même. L'énergie de la mémoire. Intriguant comme concept. Et comment ça marche, alors, cette énergie? Comment on alimente une mémoire ou comment on arrête de l'alimenter selon l'article? Il parle de deux façons, c'est ça? La première, elle semble logique. C'est l'accord, même juste tacite, ou l'acceptation. En gros, si tu crois à une idée, si tu l'acceptes comme vraie, même sans y penser, tu lui donnes de l'énergie et elle reste active, elle t'influence. Tu valides le programme, quoi. Mais la deuxième, elle est beaucoup plus surprenante. C'est la lutte. Se battre contre une idée, une mauvaise habitude, une croyance qui nous limite. On se dirait que ça l'affaiblit, non? L'article dit tout le contraire. Lutter contre un truc, ça demande de mettre son attention, son énergie dessus. Et cette énergie, elle irait nourrir directement ce contre quoi on se bat.
C'est dingue ça, non? Le texte dit clairement qu'en luttant, au lieu de les faire cesser, nous les alimentons de plus belle. Attends, ça veut dire que tous nos efforts pour arrêter de fumer, par exemple, pourraient en fait renforcer l'envie de fumer, c'est ça? C'est ça. C'est exactement le paradoxe que l'article met en lumière. Et c'est là qu'intervient ce qu'il appelle la conscience de soi. Si on regarde ça d'un point de vue plus large, genre développement personnel, l'idée c'est que prendre conscience de comment on fonctionne intérieurement, ça devient l'outil principal. Pas pour lutter justement, mais pour observer. Observer ses pensées, ses réactions automatiques, ses croyances, mais sans passion ni intérêt particulier, dit l'article. Un peu comme regarder un film sans se prendre pour le héros. Cette distance, ce regard détaché, ça permettrait de voir le programme pour ce qu'il est, juste un programme, et d'arrêter de lui donner du carburant, que ce soit par l'accord ou par la lutte. Et c'est en arrêtant de le nourrir qu'on peut décider s'il mérite encore notre confiance, notre énergie en fait, ou s'il est temps de le laisser s'éteindre tout seul. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on en retire de vraiment marquant ou utile? Premièrement, il y a cette idée de voir la mémoire différemment. Pas juste une archive neutre, mais un truc potentiellement figé, statique, qui pourrait nous formater d'une façon pas toujours cool, voire servir à un certain contrôle. C'est assez radical comme visio. Deuxièmement, cette histoire d'énergie. Nos habitudes, nos croyances, nos souvenirs, ce ne seraient pas juste des données inertes, ce seraient des choses actives qui ont besoin d'énergie pour exister. Et cette énergie vient soit de notre oui, soit de notre non combatif. Ça change pas mal la donne sur pourquoi certaines pensées reviennent sans cesse. Et troisièmement, ça débouche sur le rôle de la conscience de soi. Mais pas une conscience qui se bat contre les défauts. Plutôt une conscience qui observe, calmement. L'idée, c'est qu'en arrêtant de mettre de l'énergie, par un corps ou lutte, dans les schémas qu'on n'aime pas, ils perdraient leur pouvoir. Le vrai pouvoir, ce serait de choisir où on met notre attention, notre énergie. Oui, et la pertinence pour quelqu'un qui s'intéresse à ces questions, qui travaille sur soi, elle est assez claire, je trouve. Ça donne une autre grille de lecture pour comprendre pourquoi on se sent parfois limité, pourquoi certaines pensées tournent en boucle. Au lieu de voir ça comme des défauts gravés dans le marbre ou des ennemis à abattre, on peut les voir comme des programmes maintenus en vie par notre énergie. Et ça redonne une forme de pouvoir d'action, mais différent. Si le souci, c'est pas le programme lui-même, mais l'énergie qu'on y met, alors l'action change. C'est plus essayer de réparer ou d'effacer en luttant, ce qui, selon l'article, renforcerait le truc, mais c'est apprendre à rediriger son énergie ailleurs consciemment. Bien sûr, ça pose la question, comment on fait pour changer alors si lutter ne marche pas? Et là, l'observation détachée dont parle l'article, se regarder sans passion, ça devient une compétence super importante à cultiver. C'est vrai que, comme le sous-entend le texte, cette approche parlera sans doute plus à ceux qui sont déjà un peu familiers avec l'introspection, la méditation, ce genre de pratique. C'est pas une recette miracle, mais plutôt un changement de regard sur soi-même. En résumé, donc, cette exploration nous amène à voir la mémoire non plus seulement comme notre album photo personnel, mais comme une possible structure programmée, une structure dont la force dépend de l'énergie, notre accord ou notre refus combatif qu'on lui donne. Ça invite à réfléchir pas mal sur nos propres rouages internes. Hmm. Et juste pour lancer une dernière piste, en allant un peu plus loin que l'article, mais en restant dans sa logique d'énergie, l'auteur insiste beaucoup sur le fait de retirer l'énergie des programmes indésirables, ne plus être d'accord, ne plus lutter, juste observer. C'est une sorte de désinvestissement. Mais qu'est-ce qui se passerait si on utilisait ce principe de diriger consciemment l'énergie de façon plus créative? Si, en plus d'arrêter de nourrir ce qu'on ne veut plus, on choisissait délibérément de mettre cette même énergie vers les états d'être, les qualités, les pensées qu'on veut voir grandir en nous. Ça reste dans l'idée de gérer son énergie mentale, comme le propose Bassino, mais ça ouvre peut-être une porte vers une construction plus active de ce qu'on souhaite devenir, pas juste un démontage passif de ce qu'on ne veut plus être. Juste une idée, pour continuer à explorer. Une perspective intéressante, oui, pour continuer à explorer ce territoire fascinant de notre esprit et de notre conscience. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous aujourd'hui.